Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Adrien Abosi, toujours, on va un peu parler de cette actualité, dépatouiller un peu cette actualité. Alors il y avait un terme justement qui est très utilisé en ce moment, et c'est vrai qu'on tape dessus, c'est les complotistes. Tout à fait. Et ça, c'est le nouveau terme de novlangue. Enfin, il n'est pas si nouveau que ça, parce que visiblement, l'origine de ce terme daterait des années 60, après l'assassinat de Kennedy. Le mot n'est pas nouveau, mais si tu veux, en revanche, son utilisation massive en vue d'ostraciser est quand même relativement nouvelle. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, ils nous ont ressorti ça du fagot. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors, avec le 11 septembre, là, ça prend une autre dimension encore aujourd'hui. Et là, c'est vrai que c'est les grands médias n'hésitent pas, voilà, des complotistes, il y aurait des gens qui seraient férus de complots partout. C'est très intéressant cette question, c'est très très intéressant. Avant l'utilisation du terme complotisme, on avait vécu l'utilisation du terme fascisme. Ça ne voulait pas dire que le fascisme n'existe pas. Le fascisme a existé, existait encore d'ailleurs chez certains groupuscules, chez certains groupes. Mais en revanche, ce qui était malhonnête de la part de nos contradicteurs, c'était de nous qualifier de fascistes. Enfin, pas toi, mais si tu veux, moi par exemple, je peux typiquement me faire qualifier de fasciste. Tu sais, moi aussi, t'inquiète pas. Autant pour moi. Ils n'hésitent pas. mais il y a un problème. On pourrait me dire pourquoi, mais il y a un problème anthropologique. Parce que si j'étais de blond aux yeux bleus, je serais le fils d'Himmler. Mais là, physiquement. C'est Farrakhan seulement, là. Voilà. D'accord, j'ai compris. C'est un peu ça. Mais te disais-je, donc tu vois, le fascisme existe, mais en revanche, on l'appliquait surtout et n'importe quoi. Seulement, la corde a été usée. Il y a aussi eu l'accusation d'antisémitisme, mais avec l'affaire Soral Dieudonné, elle a été aussi très usée. Et on ne peut pas non plus la coller à toutes les sauces, parce qu'il faut que ça soit crédible. Parce que ils ont tiré trop sur la corde, en plus. Voilà. Donc là, le système commence, le système qui sent venir la vague de la nouvelle opinion publique, nous dit, pour essayer de la faire baisser, cette vague, le système use de l'accusation de complotisme. Attention, je ne dis pas que le complotisme n'existe pas. Le complotisme existe, effectivement. Il y a des gens qui voient des complots partout, à toutes les sauces, en permanence, et les complots les plus farfelus. C'est un travers qui existe. Mais le système ne vise pas ça quand il parle de complotisme. De quoi parle-t-il ? Il y a une chose qui m'a marqué pendant les affaires de Charlie Hebdo. Enfin, pendant les attentats de Charlie Hebdo. Najat Vallaud-Belkacem fait une sortie, je crois que c'était sur Europe 1, et elle nous dit ceci, elle nous dit que 25% des élèves croient à des théories complotistes. Tout à fait, tout à fait. Or, cette phrase est fausse. 100% des élèves croient à une théorie complotiste, puisque la version officielle est un complot. Et de toute façon, un attentat est un complot par définition, puisqu'un attentat, c'est quelque chose donc d'illégal qui se fait en clandestinité. Enfin, tu vois, qui se fait. Donc, un attentat est un complot. Sauf quand c'est un cas, si tu veux, quand c'est un acte individuel. Mais à partir du moment où plusieurs personnes se concertent pour tuer les gens, c'est un complot meurtrier. Donc, ce que Najat Vallaud-Belkacem reprochait à ces 25% d'élèves, c'était pas de croire à un complot, puisqu'elle aussi croit à un complot, puisqu'elle croit à la version officielle. Ce qu'elle leur reprochait, c'était d'avoir une vision alternative. Une vision alternative. Et aujourd'hui, le terme complotiste est utilisé sur toutes les personnes qui considèrent qu'existe la malveillance. C'est-à-dire que si tu dis telle décision a été prise parce que ça favorise tel intérêt, on va dire mais tu es complotiste. Tu vois ? Parce que tu considères qu'il est possible que cet intérêt soit malveillant et qu'il défende ses intérêts au détriment de la collectivité. Et je vais te dire moi-même en tant qu'avocat, j'entends de plus en plus en audience des avocats user de l'accusation de complotisme pour dire mais quand un employeur se défend, il dit mais vous nous accusez de... Enfin, quand il se défend contre un salarié, j'entends des avocats employeurs qui nous disent mais attendez, mais là vous êtes une vision complotiste, là vous accusez mon client d'avoir des mauvaises intentions ou de vous en vouloir, etc. Mais à l'inverse, il y a aussi des avocats de salariés qui usent de cette utilisation. Donc aujourd'hui, dans le langage commun, le terme de complotisme sert à qualifier des gens qui considèrent que la malveillance existe. Et pourquoi le système ne veut pas que on sache que cette malveillance existe? Parce que qui dit malveillance dit responsabilité, et qui dit responsabilité dit responsable.
Et le système veut nous faire croire que les malheurs que nous souffrons sont le fruit du hasard et non pas le fruit de décisions qui ont été mûrement réfléchies et appliquées. Donc, te disais-je, ce que le système appelle complotisme, c'est tous ces gens qui considèrent qu'il y a de la malveillance. Voilà. Donc, je ne dis pas que le complotisme n'existe pas, je ne dis pas que c'est un travers qui n'existe pas, et moi-même, je vais te dire, quand je suis face à des cas de complotisme, ça me tape sur le système, parce que moi, moi, je raisonne en avocat. Moi, j'ai mon dossier, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme pièce dans mon dossier? Tu vois? Quelles sont les pièces de mon dossier? Si j'ai des pièces qui démontrent qu'il s'est passé telle chose, eh bien je dis il s'est passé telle chose. Tu vois, tu prends par exemple le Thalys, la fameuse affaire du Thalys. Beaucoup de gens nous ont fait le coup, encore une fois, c'est le Mossad, les Martiens, je ne sais qui. C'était quand même assez évident si le déroulé factuel qu'on nous a dit était juste, et il y a quand même eu un certain nombre de témoins qui ont attesté en cette faveur, enfin en ce sens-là. Il était relativement assez évident que, si tu veux, c'était l'acte d'un déséquilibré. Pour le coup, c'était vrai. Et tu vois, quand on embraye immédiatement sur un truc, ça m'agace un peu. Moi, en tant qu'avocat, si tu veux, j'attends de connaître la réalité factuelle du dossier. Donc, autant le système, parfois, peut avoir ce genre de réflexe d'un côté, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont le réflexe complotiste et qui ont automatiquement, si tu veux, la position inverse du système. Mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner que nous disent les faits. Et après, on voit que les faits nous conduisent à avoir soit une vision qui est proche de celle du système, soit une vision qui est proche de celle de médias alternatifs ou que sais-je encore. Donc, revenons à notre problème. Le complotisme existe, mais de la même manière que le système, lorsqu'il utilisait l'accusation de fascisme, ne stigmatisait pas des vrais fascistes, l'accusation de complotisme ne vise pas vraiment des complotistes. Parce que franchement, des complotistes comme ça, oui, ça existe, mais dans la vie de tous les jours, j'en croise pas beaucoup. Je te le dis franchement. Et même dans ces médias de la nouvelle opinion publique, les choses sont faites de plus en plus sérieuses. Lentement mais sûrement, les médias, tu vois, comme Méta TV, comme Agence Info Libre, comme Indépendance Web TV, se professionnalisent. Aucun ne tombe sérieusement dans ce travers. En revanche, oui, c'est vrai, nous avons souvent une vision des choses qui n'est pas la même que celle du système. Tu vois. Et c'est ça qu'on nous reproche. C'est d'avoir une vision des événements différente, d'avoir un prisme, d'avoir une approche différente de celle du système. Parce qu'en plus, justement, pour ces accusations de complotisme, il y a plein d'événements qui, avec le recul, ont donné raison à, justement, à ces médias alternatifs. Je prends l'exemple souvent de la Libye ou de la Syrie, quand on expliquait que ces gens-là, que nous-mêmes, nous faisions un jeu schizophrénique et complètement hypocrite, puisque on prétendait combattre les djihadistes, alors qu'en fait, nous les armions, nous les défendons. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'entends Claude Goasguen à LCP qui crache le morceau. Voilà, qui nous explique, c'est nous qui avons armé Al-Nosra. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment que... Et de toute façon, je vais te dire, les gens du système... alors, il y a tous les cas de figure. Il y a les authentiques imbéciles heureux, mais je pense que la plupart des gens qui lancent ces attaques contre les médias alternatifs savent très bien qu'ils mentent. Il ne faut pas se mentir. De même que lorsque les communistes traitaient tout le monde de fascistes, ils savaient très bien qu'ils mentaient. Donc, il ne faut pas se laisser intimider, ceci étant, parce que c'est aussi un réflexe qu'on peut avoir, la peur de l'ostracisme, tu vois. L'accusation de complotisme, c'est la nouvelle accusation de fascisme, et donc c'est la nouvelle épée de Damoclès. Tu vois, c'est de taser idéologique comme ça. Exactement. C'est-à-dire que si ça me tombe dessus, je vais être exclu du groupe, etc. Voilà. Mais ceci étant, moi j'appelle les gens tout simplement à user de leur raison. Et dans toutes les questions que vous abordez, posez-vous la question, quels sont les éléments du dossier? Voilà. C'est ça, voilà. Tout simplement. Parce que des fois, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Moi, je souscris totalement à ce que tu dis. Je trouve des fois, il y a une forme d'emballement parce que l'événement vient de se produire, on n'a pas de recul, on n'a pas d'éléments, puis tout le monde te parle, c'est un complot, ça. Mais on ne sait pas vraiment. Mais après, sur d'autres sujets, d'autres dossiers où justement, là, on a des éléments, on a des choses, on est capable de dire, voilà, comme ces affaires d'Al-Qaïda, ça fait longtemps qu'on dit, mais non, mais attendez...
Hein, prenez du recul vis-à-vis de ça quand on vous dit oui, le combat contre le terrorisme, le combat contre le djihadisme, hein, souvent ce sont les mêmes qui fournissent les armes. Bon, ça c'était une accusation de complotisme il y a quelques années. Aujourd'hui, tout se vérifie, quoi. C'est-à-dire, tout nous donne raison sur ces, en tout cas sur ces aspects-là, quoi. Je le répète, et là je plaide coupable, effectivement, le prisme avec lequel j'aborde la réalité et ma vision du monde est totalement différente de celle de quelqu'un qui est nourri par Charlie Hebdo, par Canal+, par TF1, etc., etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus le système est obligé de mentir, parce que la réalité dissonne, que ce soit en géopolitique, sur la question de l'immigration, sur tout ce que tu veux. De plus en plus, la réalité dissonne avec l'idéologie dominante. Et ce que je constate vraiment de plus en plus, et de façon vraiment de plus en plus marquante, c'est l'appauvrissement de la doxa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs n'ont même plus de niveau, quoi. C'est le discours dominant est de plus en plus bête, de plus en plus stupide. Il est de plus en plus facile à comment te dire, à dénouer, quoi. C'est le système, a longtemps reposé, notamment sur la notion d'entertainment. Tu vois, c'est-à-dire que on offrait aux gens un spectacle, on offrait aux gens une mise en scène. Le système aujourd'hui est tellement pauvre. Il est tellement obligé de mentir, il est tellement obligé de ne parler de rien, il est tellement obligé de parler d'autre chose que de la réalité, ou de falsifier la réalité, qu'aujourd'hui, son langage ne prend plus. Et il y a un fait qui est très intéressant, c'est l'audience, tu sais, du petit journal, ou enfin du grand journal. Le grand journal qui s'est effondré totalement. C'est très intéressant. Complètement effondré. C'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas 150 000 émissions qui font l'opinion publique, enfin, l'ancienne opinion publique. L'ancienne opinion publique, oui. C'est surtout des émissions comme, par exemple, l'ancienne émission d'Yves Calvi, C'est dans l'air, c'est des émissions comme celle de Ruquier, et le Grand Journal, si tu veux. Tout à fait. Et là, on en voit une qui s'effondre complètement. C'est tout sauf un détail. Moi, je ne prends pas du tout ça à la légère, ce n'est pas une simple anecdote. Espérons que l'émission de Ruquier s'effondre aussi bientôt. Sachant que, encore une fois, c'est beaucoup les Charlie et les retraités qui regardent toutes ces émissions. Ruquier, j'ai revu l'émission là, qu'il n'y a pas longtemps, les confrères, où d'un coup il nous explique aujourd'hui, vous savez, les politiques n'ont plus le pouvoir, c'est d'autres qui l'ont. Ça aussi, on pourrait. C'est du complotisme. C'est du complotisme, normalement. C'est du complotisme. Parce que quand on expliquait ça il y a quelques années, on me disait c'est du complotisme, là. Oui. Quand je disais, non, le pouvoir n'est plus aux mains du gouvernement français, c'était du complotisme. Bien sûr. On voulait expliquer ça. Donc on voit qu'il y a Et justement, c'est quoi alors ça veut dire que cette nouvelle opinion publique, elle est en train d'avancer, elle marque des points. C'est quoi C'est lent, mais elle marque des points, bien évidemment. D'ailleurs, je pense que tu as dû voir cette interview extrêmement intéressante sur France Inter. Tu sais, c'est un des journalistes qui a écrit un bouquin sur Soral qui est invité. Ah oui, j'ai pas pu la louper. Donc ils évoquent la question Soral, parce que c'était le Soral et Dieudonné, si tu veux, participent au storytelling du système. Donc le système est obligé de parler d'eux, parce qu'il faut, dans la logique du système, il faut parler de la France raciste. Et Soral et Dieudonné ont été utilisés, et je pense qu'ils se sont laissés utiliser pour illustrer cela. Donc, on parle de Soral. Mais après avoir évoqué la question Soral, la journaliste embraye et elle lui dit, mais au fait, parce que c'est vrai que Soral fait des chiffres impressionnants, faut pas se mentir. Bien sûr. Quoi qu'on pense de lui. La journaliste de France Inter embraye et elle demande au journaliste qui a écrit ce bouquin sur Soral, mais au fait, il n'y a pas que Soral, il y a aussi Beta TV. Et puis je crois que vous avez fait, elle cite le chiffre de 17 millions de vues. 17, elle se trompe d'ailleurs parce que c'est plus, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un chiffre absolument hallucinant, sachant que la clientèle de Meta TV, c'est pas la clientèle de Ruquier et du Grand Journal. Tout à fait, oui. Tu vois, nous les extraits de Ruquier et du Grand Journal, on en prend les extraits sur YouTube Dailymotion, mais on regarde pas la télé. La vie est trop courte pour regarder la télé. Donc c'est vrai qu'on a une influence de plus en plus grande. Je vais te dire, ça va faire sourire les gens, mais à titre personnel, moi je suis de plus en plus reconnu dans la rue. Bon, ça peut paraître tout con, mais ça ne veut pas rien dire, tu vois. Non, bien sûr. C'est évident que nous montons lentement mais sûrement, et en face ils n'aiment pas ça. Et tu sais, j'ai inventé cette expression de nouvelle opinion publique. Tout à fait. Suite à quoi ? En fait, je m'intéresse beaucoup à un historien qui s'appelle Augustin Cochin, qui a écrit sur l'influence des sociétés de pensée et l'influence que ces sociétés de pensée ont eu, comment dire, pour la venue de l'avènement de la Révolution française. Voilà. Et je voulais voir ce que François Furet en pensait, parce que François Furet a écrit sur Augustin Cochin dans son livre « Penser la Révolution française ». Et donc, François Furet a écrit sur Augustin Cochin, et il évoque le fait que ces sociétés de pensée ont triomphé, parce que
elles se sont adressées à de nouvelles couches de la population qui autrefois n'étaient pas visées par les gens lettrés. Avant, les gens lettrés, si tu veux, n'écrivaient que pour les gens de cour, les bourgeois, etc. Et là, les sociétés de pensée ont eu l'intelligence, donc certes, de continuer à s'adresser à ces bourgeois, à ces nobles de cour, etc., mais aussi, via les libelles, à s'adresser aux masses populaires. Tu vois ? Et là, je me suis dit, putain. Tu vois, et j'ai fait l'analogie. Et je me dis, mais là, c'est pareil. Internet a le même rôle que les sociétés de pensée. Internet s'adresse à des masses auxquelles les médias ne s'adressent plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est comme ça, et je me suis dit, mais donc c'est une nouvelle opinion publique qui se forme, tout simplement. Et c'est ce que nous constatons sur Internet. Et on voit bien qu'entre quelqu'un qui est fomenté, qui est pétri par la nouvelle opinion publique, et quelqu'un qui, lui, reste dans les codes de l'ancienne, il y a une incommunicabilité. On peut parler de rien. Tu vois, on peut pas parler de l'Union européenne, on peut pas parler de l'immigration, mais vraiment, c'est de plus en plus marquant. Il y a une incommunicabilité. En plus, il y a une question, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une question aussi de génération ? Parce que la génération, j'ai envie de dire, un peu plus jeune, a plus tendance à faire partie justement de cette nouvelle opinion publique, alors que... Et j'ai envie de te dire, de plus en plus jeune. Et de plus en plus jeune, oui. Tu vois, anecdote toute bête, un jour je vais à une épicerie près de Montparnasse avec un pote, et puis tu vois, t'as des jeunes de 17 ans, 18 ans qui débarquent, et t'as un mec qui me dit vous sauriez pas Adrien Abosi ? Et tu vois, ça me surprend. Et je lui dis pour rigoler, non, je suis un sosie. Bref. Mais je lui dis c'est bien, vous pensez bien. Mais tu vois, c'est de plus en plus jeune, et je suis très surpris de ça. Oui, même nous dans notre public, je veux dire, il y a des gens extrêmement jeunes. Mais c'est tant mieux, parce que si tu veux, ce sont des gens qui sont débranchés de la matrice extrêmement jeunes. Moi, je vois à 17 ans, bon, j'avais la chance, si tu veux, d'être un peu moins con que la moyenne, parce que j'étais un amoureux d'histoire. Mais je me dis, ces gens-là sont débranchés si jeunes, ça peut faire mal à la fin. Hein. Ça peut faire mal. Donc, elle est jeune, elle est dynamique, la dynamique est dans notre sens. Faut pas se mentir. Le système a cassé en partie cette dynamique l'année dernière, en partie, tu vois, par des coups de pression sur les uns et les autres, sur divers médias, notamment par l'accusation de complotisme. Mais ça continue. On n'arrêtera pas le mouvement. Le mouvement, parfois, accélérera moins vite. Peut-être parfois qu'il se stoppera momentanément. Mais à terme, on va gagner. C'est évident. Est-ce que les jeunes n'ont plus rien à foutre de la télévision ? Bon, ils la regardent, bien sûr. Mais si tu veux, quelle est la différence de fond entre le téléspectateur qui regarde une émission de Ruquier et un internaute qui regarde une conférence d'Adrien Abosi, de Pierre Hilard, de Laurent Ozon, de Michel Drac et qui sais-je encore ? La différence, c'est quoi ? C'est que le mec qui va regarder Ruquier, en grande partie, il subit ce qu'il regarde. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'il zappe et il prend le moins nul. Alors qu'en revanche, le mec qui va regarder une conférence des personnages que j'ai cités, il va si tu veux vers eux. Et donc ça s'adhère, c'est-à-dire que d'un côté on a de l'eau sur la plume d'un canard, et de l'autre côté on a de l'eau, si tu veux, qui s'imprègne. Et nous imprégnons. La nouvelle publique est imprégnante. Et en plus, la chance que nous avons, c'est que, là je vais passer pour quelqu'un de prétentieux, je m'en excuse, mais je suis désolé, la différence de niveau entre des gens comme Adrien Abosi, Pierre Hilard, Michel Drac, Laurent Ozon et compagnie, tu nous prends nous, et tu prends les mecs du système, excuse-moi, on leur met la fessée. Hein. Ouais, tu prends et dès que tu le sais, c'est souplesse arrière, coup de tête de balai de manchette, là. C'est que, ils sont chiants, ils ne t'apprennent rien. Voilà, c'est-à-dire que nous avons récupéré l'entertainment. Tu vois ce que je veux dire ? Nous avons récupéré le spectacle. Le spectacle aujourd'hui, c'est nous. C'est même plus eux. Eux, ils sont chiants. Il n'y a que les vieux qui la regardent parce qu'ils ont rien d'autre à faire de leur journée, en gros. Voilà. Donc, on a réussi. On a réussi ça. Et en plus, quand on fait ça, j'aurais pu citer Asselineau aussi, parce qu'on me dit, monsieur Abosi, vous critiquez trop Asselineau. Non, j'ai une grande affection pour François Asselineau. Je trouve qu'il fait un très bon travail sur l'Union européenne. Le seul truc que je lui reproche, c'est que c'est un homme de gauche, multiculturaliste, républicain, et je trouve ça totalement ringard. Mais passons sur l'Union européenne, il fait un super boulot. Et c'est de même qu'un Ozon, si tu veux, a apporté le concept de rémigration, de même qu'un Pierre Hilard a totalement... si tu veux, a fait une critique, j'allais dire universitaire, j'aime pas trop ce mot, mais une critique scientifique du nouvel ordre mondial, de même que j'ai un petit peu réactivé le concept d'anti-France, tu vois. Faut reconnaître à Asselineau que c'est le mec qui a fait un boulot exceptionnel sur la sortie. Sur la sortie de l'Union européenne, c'est exceptionnel. C'est incontestable. Bien sûr. C'est absolument incontestable. Mais en tout cas, tu vois, tous ces gens-là,
donc Léa Asselineau, Léa Bozzi, on a plein de différences entre nous, hein, mais c'est pas le problème. Eh ben, on arrive à avoir une influence qui est de plus en plus grande, elle est encore limitée, hein, faut pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas, mais que ça commence à peser quand même. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a des... voilà, pour que des grands médias, bon, je l'ai pas caché, j'en ai parlé l'autre fois dans la Libre Antenne, il y a de plus en plus de grands médias, même nous, qui nous contactent, qui cherchent à savoir, voilà, quelle est notre position, vraiment qu'on se compense. Alors, bien sûr, on a vu, comme dans cette émission, on est un peu méfiants vis-à-vis de ça, parce qu'on pense qu'ils sont là un peu pour essayer de nous détruire. Ils sont pas là pour nous faire du bien. Voilà, ils sont pas là pour nous faire du bien. Mais le fait est, on peut pas quand même le nier, que à un moment donné, ces gens-là, ils s'intéressent à nous, donc il se passe quelque chose, quoi. Tu sais, moi j'ai vraiment l'impression que le système est en train de crever. Enfin, que le monde médiatique est en train de crever. En fait, il s'y passe rien. Et aujourd'hui, c'est ici que les choses se passent. Tu vois, c'est ici. C'est ici que c'est vivant. Tu vois, c'est ici qu'on apporte des choses. Tu vois, bon, je suis désolé de revenir sur mon petit cas, mais moi, ce qu'on a fait sur Pétain, mais je trouve ça fabuleux. C'est fabuleux. Et je pense en plus vraiment que nous sommes au début du mouvement. Mais vraiment, bon, pour moi, la nouvelle opinion publique a vraiment commencé à émerger en 2007-2008, avec vraiment l'arrivée de Dailymotion et YouTube, quoi. Tout à fait, ouais. Ça a été lent. J'ai toujours cette anecdote en tête qui est toute bête, mais tu vois, je me rappelle en 2010, Pierre Hillard était allé faire une conf dans le sud, et il m'avait dit, putain Adrien, j'ai fait 15 000 vues, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est la loose, 15 000 vues, tu vois. Pour lui, Pierre Hillard, alors là, fou. Il fait du 100 000. Ah oui, tu vois, 100 000, nous, les vidéos de Pierre Hillard, elles cartonnent incroyables. Donc tu vois, et petit à petit, on fait par là de nous. Alors tu vois, il n'y aura pas de grands, si tu veux, de grands bonds en avant, mais voilà. Mais on sent qu'il y a une avancée, quoi, parce que... Bien sûr. Et puis, on connaît aussi l'adage de le système, quand il commence même à parler de nous, mais même pour essayer de nous mépriser, ou pour... C'est quelque part qu'on inquiète. Et c'est déjà une défaite pour lui, parce que ça veut dire que la stratégie comment te dire, de l'ignorance ne marche plus. Ils ne peuvent plus faire comme si on n'existait pas. Exactement, voilà. C'est plus possible. Et de toute façon, si nous ne servions à rien et si nous parlions dans le vent, ils n'essaieraient pas de nous contrer, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, tu remarqueras que dans un premier temps, le système, pour essayer de nous contrer, a essayé de réactiver la vague Antifa. Oui. Tu sais, tout à fait, on va toucher un mot de ça parce qu'ils sont très actifs. Mais fondamentalement, ça prend pas. Ça prend pas, exactement. Ni en termes de vues et même humainement. Ils représentent rien. Parce que moi, ce que je remarque sur ces Antifas, c'est que bon, ils font preuve de violence. Extrêmement violents. Voilà, ils sont extrêmement violents dans leurs apparitions, menaces physiques, verbales. Enfin bon, vous pouvez voir toutes les images à chaque fois. Mais ils sont peu nombreux et j'ai l'impression que ils sont tous blancs. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui dérange aussi un peu. C'est vrai. Toi tu parles de Babtou fragile. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Je suis pas le seul. T'es pas le seul. Mais c'est quoi cette expression? Tu peux nous expliquer un peu justement? L'expression de Babtou fragile, c'est l'expression, c'est la façon dont les jeunes de banlieue appellent les blancs. Tu vois, les blancs urbains, oui. Parce qu'ils sont un petit peu moins fragiles en campagne, sans les idéaliser. Mais je constate que ce Babtou fragile est une réalité, je ne vais pas te mentir. Tu sais, moi j'aime mon pays, mais ça ne m'empêche pas d'être lucide sur son peuple. Les Babtou fragiles, c'est une réalité. Il y a quelques mois de ça, je suis allé voir un de mes amis qui fait du théâtre. Tu vois, il jouait une pièce dans le 18e, vers Montmartre. Je vais jamais à Montmartre, je vais très rarement. J'y suis allé cette fois-ci, et je suis arrivé un petit peu en avance, je m'assois sur un banc. Et je vois les blancs de ce quartier-là, et ben là je me dis, mais c'est légitime le bolossage. Parce que tu vois les gueules de minets des mecs, tu vois, t'as envie de leur foutre des tartes, faut pas se mentir. Même toi, c'est que il y a un côté, si tu veux, qui me répugne. C'est difficile à expliquer, parce que tu vois, je parle de physionomie, mais ça se voit sur la gueule des gens. Tu vois, et j'en avais déjà parlé des mecs de cité, ils s'en rigolaient avec moi. Et ils me disaient, mais tu sais, nous on sait qui on doit dépouiller, quoi. Tu vois, ça se voit au regard, et c'est même pas une question de physique, de muscle, ou ce que tu veux, c'est que y a des gens qui sont des victimes dans leurs yeux, quoi. Et ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de blancs dans les centres urbains qui sont des lâches, qui se sont jamais battus, qui n'ont jamais pris de coups. C'est ce que j'appelle les puceaux du réel, c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont jamais connu la souffrance, véritablement. Et d'ailleurs, humainement, moi, les gens qui m'intéressent, ce sont les gens qui ont connu la souffrance. Les gens qui n'ont pas connu la souffrance, humainement, je m'ennuie très vite avec eux. Je te le dis franchement. Et moi, je n'ai jamais supporté ces gens-là, qui généralement, donc c'est des bourgeois blancs qui vivent entre bourgeois blancs.
qui méprisent les gens comme moi, qui sont des fachos, bien entendu. Bon, voilà, tu vois, mais les mêmes tout fragiles existent. Et donc, je note aussi que les antifas qui sont antiracistes, qui aiment l'étranger, qui sont les no-borders, tu sais, comme on dit, pas de frontières, les migrants venaient, et tu sais que les antifas en ce moment essaient de récupérer aussi les Noirs et les Arabes de banlieue. Oui, tout à fait. Tu sais, ils fêtent l'anniversaire de Zied Bouna et compagnie, mais tu parles, les mecs, pour eux, vous êtes des blancs. De fait, vous êtes tous blancs. Donc c'est bizarre, il n'y a que des blancs chez les antifas, et les antifas ne parlent pas à la banlieue. C'est assez étonnant, parce que ça, c'est un peu contradictoire, parce que même souvent, voilà, ils se prétendent antifa, il n'y a que des blancs, et les groupes dits extrême droite, eux, par contre, sont vachement plus métissés. Alors c'est quoi, c'est le monde inversé encore, ça? Bah, si tu veux, je pense qu'il y a un truc très simple, c'est que, en fait, l'extrême droite, pour moi, c'est une question d'intelligence, quoi. C'est que l'extrême droite française, je veux dire, quand t'es intelligent, bah, tu deviens plus ou moins nationaliste, royaliste, tu vois, tu deviens plus ou moins traditionnaliste, enfin voilà, c'est une question de niveau. Et ça parle aux gens, tout simplement. Ça parle aux gens. Alors que l'antifa qui va te dire contre le capitalisme de façon totalement abstraite et en plus avec un niveau assez faible en général, qui va te dire on est contre la CIM et compagnie, il parle à personne. Et puis en plus, il y a 30 ans de manip de gauche derrière, donc je pense que les Noirs et les Arabes ont un mouvement de recul, si tu veux. Et surtout, moi, ce que je note sur ces antifas, c'est que nombre d'entre eux sont parisiens. Ouais. Bah écoute, je vais dire un truc très simple. Pour vivre à Paris, il faut gagner minimum 2000 € net. Minimum 2000 € net. D'accord ? Vu leur dégaine, je pense pas que ces mecs-là sont dans des postes qui leur permettent de gagner 2000 € net. Donc soit, si tu veux... soit ils vivent du patrimoine de leurs parents, voilà. Soit ils vivent sur leurs parents, ce qui n'est pas honteux du tout en soi. Ce que je dis simplement, c'est que on ne peut pas être un militant révolutionnaire anticapitaliste quand on vit comme ça, messieurs. Faut pas nous la faire. Donc je n'ai rien contre eux humainement, moi j'ai une approche chrétienne, j'ai envie de leur dire rejoignez-nous, tu vois. Ouais. Mais ce que je note aussi, c'est que nous, catalogués à l'extrême droite, on peut vivre sans eux, alors eux ils peuvent pas vivre sans nous. Sorry. Ils ne parlent que de nous tout le temps. Ils n'ont rien à dire. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est des rapports de police sur nous. Ils ne peuvent pas se passer de nous. D'ailleurs, je pense que certains d'entre eux, au fond d'eux, tu vois, peut-être valident un petit peu tout ce qu'on dit. Tu vois. Enfin, parce que c'est incroyable. Moi, personnellement, je passe pas ma vie à cracher sur les antifas ou... Enfin voilà, je m'en fous, ils n'existent pas. Des articles sur les antifas, etc. Pour moi, ils n'existent pas. Et je leur souhaite le meilleur dans la vie. Tu vois, j'ai aucun problème à le dire. Mais eux, par contre, alors là, ils sont obligés de nous cracher dessus et de nous insulter, voire de nous menacer physiquement. Ouais, parce qu'ils sont violents quand même. Enfin, ils sont violentés, c'est un peu comme les racailles, ils sont violents à 8 contre 1. Oui, Si tu les croises à 1 contre 1, les mecs, je suis pas sûr qu'ils soient aussi courageux. Oui, parce qu'ils débarquent souvent, comme tu dis, dans le rapport de force 8 contre 1. Ça, c'est l'extrême gauche. Tu sais, moi, quand j'étais étudiant, parfois il y avait des syndicats qui voulaient faire des grèves, et la méthode c'était quoi? C'était on débarque à 50 dans l'amphi, quoi. Hein. C'est toujours cette méthode-là de l'intimidation. La gauche fonctionne beaucoup à l'intimidation. Et la gauche est extrêmement violente par nature. Pourquoi? Parce que lorsque la gauche considère que tu rejettes leur idéal d'homme nouveau des Lumières, tu n'es pas un homme et les droits de l'homme ne s'appliquent pas à toi. Et donc là, t'es une merde et ils peuvent te massacrer. Ils ne massacrent pas un homme. Et, note-le bien, historiquement, tous les massacres de l'histoire contemporaine de France ont été faits par des forces de gauche. Massacre des Vendéens, par des forces de gauche. Massacre des ouvriers en avril 48, par des forces de gauche. Massacre de la Commune, par des forces de gauche. Clémenceau fait tirer sur les mineurs. Massacre de la France des notables en 44, par des forces de gauche, parce que l'épuration, officiellement ça n'existe pas, officiellement on a tué que les traîtres, excusez-moi, on n'a pas tué que les traîtres, les communistes savaient très bien les personnes qu'ils ont fait assassiner, on a fait assassiner dans l'eau, bien sûr qu'il y avait des collabos et des traîtres, mais ce qu'on a fait assassiner surtout, c'était des notables. Les communistes voulaient flinguer la France des notables, elles voulaient flinguer ce qui reste de réactionnaires dans l'infrastructure française. Donc tu vois, la gauche n'a aucun scrupule à massacrer, à tuer, à cogner, à partir du moment où elle considère que tu n'es pas dans leur camp, à partir du moment où elle considère que tu ne partages pas leur idéal d'homme nouveau. La gauche n'a aucun scrupule à ça. Donc ça, quelque part, il y a, j'ai envie de dire, une véritable héritage idéologique entre eux, bien sûr que voilà, oui. qui suit son cours dans l'histoire. Et j'ai oublié de dire aussi qu'en 1934 aussi, la gauche a fait tirer sur le peuple. Hein. Monsieur Daladier, il s'est pas gêné pour faire tirer sur le peuple. Hein. Tu vois, Ziad Bouna qui sont morts accidentellement, on en a fait tout un pataquès. En revanche, quand Daladier fait tirer sur des Français patriotes qui disent « Ah bah les voleurs », là c'est normal, et même il a bien fait de le faire, quoi. Donc tu vois, le deux poids deux mesures systématique de la gauche est absolument infamante. Parce que oui, on voit des images, alors
Moi, j'ai vu Marine Le Pen qui se fait chahuter Bien sûr. à Soissons. L'intolérance, tu vois, ces gens-là qui disent être tolérants et qui disent vous êtes le camp de la haine, mais attendez, vous avez les yeux injectés de sang. Ne dites pas que c'est nous qui sommes le camp de la haine, regardez-vous dans une Mais glace. c'est ça. Parce que moi, je dois bien dire, alors là, je confesse, mais je me suis jamais fait agresser par des gens du Front National ou de soi-disant... les soi-disant fascistes d'extrême droite, quoi, qui seraient, paraît-il, dangereux, paraît-il, s'en prendraient tout ce qui est un peu basané. En revanche, j'ai déjà eu affaire aux autres côtés, aux antifas. Donc, bon, et effectivement, par un moment dialectique curieux, ces antiracistes en viennent à taper les Noirs des Arabes. Voilà, ce qui est rigolo. Mais c'est ça, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'on en arrive, c'est pour ça que je parle. Il y a une espèce d'inversion, quoi. Il y a quelque chose de complètement paradoxal. Mais moi, je ne voudrais pas être dans leur tête. Hein. Je te le dis franchement, je pense que les mecs sont pas heureux, quoi. Je pense qu'ils sont dans une schizophrénie, qu'ils en ont conscience et qu'ils sont pas bien. Et en plus, ils détestent les gens comme nous parce que nous leur avons volé leur joujou, c'est-à-dire la contestation. La contestation du système, c'est chez nous. Et la contestation du système, entre guillemets, elle se fait par la droite, mais la vraie, l'extrême droite, quoi, tu vois, ce qu'on appelle l'extrême droite. Tu vois, tous les termes sont piégés aujourd'hui. Oui, tout est piégé, quoi. Mais tu comprends, je pense que les gens qui m'écoutent comprennent ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de gauche. Nous vivons dans leur monde. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Dans un monde anti-tradition, dans un monde où il n'y a pas de frontières, dans le règne de la matière. C'est votre monde. C'est votre monde, messieurs, ce monde de 1789, de 1944, de 1968. Nous sommes dans votre monde. Et la réaction contre ce monde viendra de l'opposé. C'est-à-dire de nous, tu vois. Parce qu'il y a quand même, en plus, des faits comme ça qui sont des grands marqueurs de l'histoire que souvent les gens de gauche réfutent, comme... parce qu'on aime bien balancer la colonisation à la tête de l'histoire de France, mais pourtant la colonisation c'est une affaire de gauche, c'est Jules Ferry. Essentiellement. Alors tu vois, il y a eu l'Algérie, pour être intellectuellement honnête, qui a été faite en 1830, mais l'essentiel de la colonisation, elle a été faite à partir des années 1880. Tout à fait. Et comme tu dis effectivement, tu sais que sous la Troisième République, la droite n'a quasiment jamais été au pouvoir. Elle a été au pouvoir pendant la première majorité, jusqu'à MacMahon. Après la démission de MacMahon, il n'y a pas eu de majorité de droite jusqu'à la Première Guerre mondiale, et il y a eu une nouvelle majorité de droite en 1919. C'est ce qu'on appelle, tu sais, la majorité bleu horizon. Mais de toi à moi, c'était une majorité de droite proto-UMP, c'est-à-dire droite couille molle, pardon l'expression. Ensuite, il y a eu des alternances pendant l'entre-deux-guerres, mais c'était plutôt du centre-gauche, centre-droit. Mais la gauche a quasiment toujours été au pouvoir depuis la Troisième République. Alors, il y a eu 25 ans de gaullisme, mais le gaullisme, c'est de la gauche. Et historiquement aussi, ça c'est un fait que tu pourras... Alors en plus c'est vraiment ton sujet, mais avant la Seconde Guerre mondiale, la chambre qui donne les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, c'est une chambre de gauche. C'est la chambre du Front Populaire. Du Front Populaire. Et n'oublie pas une chose, c'est que dans la loi constitutionnelle pour Pétain, dans la loi constitutionnelle qui donne les pleins pouvoirs à Pétain, il y a l'expression travail, famille, patrie. Donc tu vois, oui. Donc tu vois, c'est la chambre du Front Populaire qui a voté pour travail, famille, patrie. Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire que lorsque les circonstances sont trop déchirantes, trop pesantes, trop brutales, des collabos peuvent faire l'inverse de ce qu'ils ont fait avant. Et là, tu vois, je pense aux élites françaises qui peuvent peut-être un jour faire l'inverse de ce qu'elles ont fait. Mais c'est aussi, ce qui signifie aussi, donc c'est bien une chambre de gauche qui déclenche la guerre contre l'Allemagne, quand même. Oui. Non, parce que ça, c'est des marqueurs de l'histoire qu'on jette à la... Alors, c'est vrai qu'on a déclaré la guerre à l'Allemagne, mais de toi à moi, l'Allemagne nous a poussé à le faire un petit peu. Oui. D'ailleurs, tu t'imagines bien que le pacte germano-soviétique a été fait... Hitler a fait ce pacte germano-soviétique pour avoir les mains libres en Pologne et éventuellement en Occident, dans l'Europe occidentale. N'oublions jamais que le Parti communiste a trahi la France. Je le dis et je le répète, je le répéterai encore. Le Parti communiste a trahi la France en 1939. Il a trahi la France. Les militants communistes dans les usines sabotaient. Les usines d'armement étaient sabotées. Ah oui, parce que comme l'URSS, évidemment, ne participait pas à la guerre contre l'Allemagne. Elle était alliée avec l'Allemagne nazie. Elle était alliée avec l'Allemagne nazie. Le Parti communiste français a validé cette saloperie. D'accord. Et donc, les militants communistes sabotaient dans les usines, ils organisaient la démoralisation des troupes. Et Maurice Thorez a déserté en 1939. Il a été condamné par le tribunal militaire, je crois que c'était d'Amiens de mémoire, parce qu'il a déserté et il s'est tiré en Russie. Et De Gaulle,
De Gaulle qui officiellement, à la Libération, a châtié les traîtres, mais non, il n'a pas châtié tous les traîtres. Parce que Maurice Thorez, il a été réhabilité, il était fait ministre. Donc il y a quand même de la trahison, tu vois, à géométrie variable, hein, De Gaulle. Hein. Mais bon, donc le Parti communiste a trahi la France. D'ailleurs, il n'a pas que trahi maintenant, à cette époque-là. Il l'a trahi aussi pendant la guerre d'Algérie. Je vais te dire un truc, qu'on ait lâché l'Algérie, ça ne me choque pas plus que ça. Mais en revanche, que des gens aient aidé le FLN, mais c'est répugnant. Et je te parle pas aussi de tout. C'est des gens du PC essentiellement. Exactement, les porteurs de valises. Le PC était pour l'indépendance de l'Algérie. Les fameux porteurs de valises. Donc ces gens ont agi contre leur pays. Et on a vu la même chose en Indochine. Combien de capots communistes français on a retrouvés dans les camps communistes vietnamiens? Et d'ailleurs, quand ils sont rentrés en France, ils n'ont eu aucun problème, hein, ces gens-là. Hein. Bon. Donc, bon, la gauche est l'anti-France. Je radote, mais ça fait du bien de le dire. Hein, je suis désolé, mais c'est... Non, parce qu'il faut quand même expliquer quoi. La gauche, c'est la République des Lumières. Donc, c'est l'anti-France. Voilà. Et la gauche, systématiquement, joue contre les intérêts de la France parce qu'elle veut flinguer l'identité française. Elle veut flinguer l'identité française parce qu'elle veut créer cet homme nouveau. La République doit se substituer à la France dans l'esprit de gauche. Et tu remarqueras que Manuel Valls n'a que le mot République à la bouche. Ouais. Les valeurs de la République, et blablabla, blablabla. Voilà. Bah aujourd'hui, ça a contaminé presque l'ensemble de la classe politique. Tout à fait, parce que la droite est morte en 1944. La droite s'est faite physiquement exterminer en 1944. On a flingué, si tu veux, les fers de lance anthropologiques de la droite, tu vois. Et il reste des éléments conservateurs dans la bourgeoisie française, dans l'oligarchie française, mais elle ferme sa gueule aujourd'hui, parce qu'elle sait qu'elle est minoritaire. Et l'épuration, c'était pour exterminer la droite, ou pour faire fermer sa gueule à ceux qui ne sont pas morts. Ouais, parce que aujourd'hui, voilà, même le parti dit de droite s'appelle les Républicains. Bien sûr, mais le gaullisme est une subversion, puisque le gaullisme, certes, se situe à droite dans l'échiquier politique, mais il a une doctrine de gauche. Pourquoi? Parce que le gaullisme place au fondement de la société les Lumières, tout simplement. Alors qu'avant la guerre, tu avais une droite contre-révolutionnaire. Tu vois, l'Action française était vendue à des millions d'exemplaires. Tu pouvais avoir Léon Daudet à l'Assemblée, tu pouvais avoir Xavier Vallat à l'Assemblée, tu pouvais avoir des notables français qui s'attaquaient aux sociétés secrètes via une revue qui s'appelle l'ARIS, tu vois, la revue contre les sociétés secrètes. Enfin, j'ai plus le terme exact. Il y avait une France réactionnaire, il y avait dans l'armée aussi des éléments réactionnaires qui pour moi respirent la France. Je pense au général Végan, je pense à Lousteau Nolaco, qui sont des personnages fabuleux, absolument fabuleux. Quand tu lis leurs textes et que tu es français, ça résonne en toi, ça te traverse complètement, tu vois. T'avais des trucs qu'on peut critiquer comme la cagoule, mais c'était sympa, tu vois, il y avait des côtés sympas dans la cagoule aussi. Enfin voilà. Parce que moi, mais cette France réactionnaire, elle est morte, elle s'est fait exterminer en 1944. Parce que moi, il y a un terme que j'entends alors aussi beaucoup. Mais elle va revenir, excuse-moi. Justement, il y a un terme que j'entends beaucoup, justement, qui vient souvent des gens de gauche qui prétendent combattre, ce qu'ils appellent, enfin, il y aurait ce qui s'appellerait les progressistes. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée des progressistes? Parce que ça, je l'entends, et dans l'actualité, souvent, en ce moment, j'entends, nous sommes des progressistes, etc. Mais le progressisme, c'est les Lumières. Et le progressisme, c'est ce qui consiste à faire avancer la société selon eux, et eux pensent faire avancer la société quand on abolit toutes les normes issues du passé. Le mariage gay, c'est progressiste. Parce qu'on abolit le mariage à l'ancienne. D'accord. Tu vois, pour ces gens-là, le progrès, c'est l'abolition du passé. Et le clivage gauche-droite, le vrai clivage gauche-droite, c'est progressisme-réaction. C'est progressisme-réaction, ce n'est pas capital travail. Marx, d'ailleurs, quand il fait le manifeste du Parti communiste, note avec justesse que la bourgeoisie est progressiste et que la bourgeoisie pousse à l'abolition du passé au XIXe siècle. Tu sais, le clivage gauche-droite, il y a quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi, alors il ne faut pas le citer officiellement, mais c'est monsieur Henri Coston. Et il t'explique très bien tout ça. C'est-à-dire que le progressisme et le capitalisme sont main dans la main. Parce que c'est le progressisme qui fait émerger le règne de la matière. Avant l'émergence du progressisme, via 1789, il y avait des contre-pouvoirs contre le règne de la matière. Il y avait l'Église qui avait des puissances, il y avait les corporations, il y avait le roi, etc. Même la noblesse qui avait des milliards de défauts était un rempart contre l'argent, contre le règne de la matière, si tu veux. Mais quand on a flingué tout ça, quand on a flingué la puissance sociale de l'Église, merci monsieur Talleyrand, quand on a découpé la tête au roi, quand on a aboli la noblesse, quand on a aboli les corporations, que reste-t-il? L'argent. Et donc, argent et progressisme sont liés. Ils sont intrinsèquement liés. Et autant la gauche valide
le marxisme, quand ça lui permet d'abolir le passé via l'abolition de ce qu'ils appelaient l'ordre bourgeois, autant la gauche abandonne ce vocabulaire marxiste quand l'abolition du passé passe par autre chose, la théorie du genre, le mariage gay, etc. La gauche aujourd'hui a totalement aboli la question, a totalement abandonné la question sociale. Pourquoi ? Parce que la gauche n'a plus besoin du marxisme et du socialisme à l'ancienne pour abolir le passé. Aujourd'hui, elle a besoin d'immigration, elle a besoin de maquiller les programmes scolaires, enfin tu sais, d'effacer ce qui reste de français dans les programmes scolaires. Donc tout cela est tout à fait logique. Et je le répète, progressisme et capital sont intrinsèquement liés. Et les forces anticapitalistes au XIXe siècle sont les forces de droite monarchiste, je suis désolé de le dire. Et d'ailleurs, toutes les propositions de loi sociale, toutes les propositions de loi sociale viennent quasiment du camp monarchiste. Les précurseurs de la justice sociale en France sont monarchistes. Parce qu'ils plaçaient autre chose que l'argent au-dessus de tout. Ils plaçaient Dieu. Ils avaient ce mauvais goût-là. Ils plaçaient Dieu au-dessus de tout. Et d'ailleurs, je pense qu'on va avoir un retour de ce logiciel dans les années à venir. Ouais, parce que j'ai envie de dire, bon, je reprends un anglicisme, mais le storytelling qu'on nous raconte sans cesse, c'est que c'est plutôt la gauche qui fait avancer la liberté. Oui, la gauche, via le progressisme, fait avancer le matérialisme. La gauche anticapitaliste, c'est la plus grande escroquerie du millénaire. La gauche est capitaliste par définition, puisque la gauche, c'est le règne de l'argent. La gauche est pour la destruction de tous les contre-pouvoirs à l'argent. Enfin, le seul contre-pouvoir de l'argent, c'est l'esprit, tu vois, avec un grand E, mais qui se décline sous diverses façons, traditions religieuses, politiques, etc. Donc la gauche n'a jamais été pour la justice sociale, ça c'est du pipeau total. Et voilà, et d'ailleurs, tu sais, si Pétain s'est fait liquider aussi en 1944, c'est parce qu'il voulait mettre un régime corporatif, et ça plaisait pas à tout le monde. Hein. Ça plaisait pas à tout le monde. Finalement, oui, c'est parce que là, c'est vraiment parce que ça, c'est un espèce de grand mensonge idéologique sur lequel est un peu bâti notre j'ai envie de dire, notre clivage politique, bien sûr. Et si tu veux, beaucoup de gens nous disent que le clivage gauche-droite est mort. Je comprends pourquoi elles disent ça, parce qu'effectivement, dans l'échiquier politique, il est mort. Parce qu'en fait, dans l'échiquier politique, on n'a que des progressistes. Le FN n'est pas encore là-dedans, il y arrive petit à petit, mais bon, à part le cas du FN, si tu veux, on n'a que des progressistes. Mais le clivage gauche-droite ne cessera pas tant qu'il y aura d'un côté, enfin tant qu'il y aura des Français enracinés, si tu veux. Le clivage gauche-droite, il existe dans la société. C'est simple, le clivage gauche-droite, c'est Jacobin contre Français. C'est République des Lumières contre héritage spirituel de la France. Ça a toujours été ça. Et c'est une espèce de plaie dans l'histoire de France. Et tant que cette plaie ne sera pas refermée, le clivage gauche-droite existera. Il n'existera pas tout le temps, parce que je pense qu'à terme, le progressisme sera vaincu. Mais tant que le progressisme n'est pas vaincu, eh ben, le clivage gauche-droite existera. Et si vous êtes pour la gauche, il faut bien comprendre que vous êtes pour la matière, vous êtes pour le capitalisme, vous êtes pour toute cette saloperie matérialiste. Et c'est par la droite authentique, la droite Léon Daudet, la droite Xavier Vallat, la droite Henri de Kérélis, par toutes ces traditions monarchistes du 19e siècle, que déjà, si tu veux, on trouve des choses plus intéressantes. Sachant qu'elle n'était pas parfaite. Hein. Elle était pas parfaite, notamment parce qu'elle était imbibée par son époque. Mais nous avons ce recul historique, et le salut de la France passera par un retour à l'héritage spirituel de la France, et passera par une réévangélisation des Français. Parce que s'il n'y a pas de réévangélisation des Français, les Français continueront d'être drogués par le matérialisme et l'individualisme. Tout ça, on peut dire, pour un peu synthétiser, c'est la Révolution française qui a été le moment de cette fracture là. Si tu veux, en tout cas, qu'ils ont pris le dessus, j'ai envie de dire. La Révolution française, c'est la cocotte minute qui pète. La Révolution française a consacré, juridiquement parlant, la République des Lumières. Et la Révolution française a mis à la base de notre société les Lumières. On a enlevé Dieu et on a mis les Lumières. Et d'ailleurs, le socle du droit français, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et le cœur de notre bloc de constitutionnalité, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans lequel il y a des bonnes choses. Mais le problème, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y manque. Tu vois ? C'est ce qu'il y manque. Et il y manque quoi ? Il y manque Dieu et il y manque les références culturelles. Il y manque l'enracinement. Il manque Dieu et l'enracinement. Et donc, du coup, notre droit français a une base athée et déracinée, et ça nous cause d'ailleurs beaucoup de problèmes très concrets aujourd'hui. Et donc, la Révolution française est ce qui a fait émerger la chose, mais il y a eu un travail de sape des décennies avant, tu vois, des décennies avant. C'est-à-dire que la noblesse française s'est suicidée
en érodant l'ordre chrétien, leur logiciel chrétien. Ça a pris des siècles. En fait, c'est un problème. Le verre était dans le fruit, si tu veux. Mais donc, la Révolution française fait exploser les Lumières, mais la classe politique française et européenne comprend que cette explosion est trop brutale, donc il faut un petit peu calmer le jeu. Tu vois, il faut un peu reculer pour mieux sauter. Donc, pendant une partie du 19e siècle, on a aménagé les traditions et les Lumières, tu vois. Mais après, petit à petit, on appuie sur l'accélérateur. Et la Troisième République a appuyé sur l'accélérateur à fond. La République est la République déchristianisatrice par définition. Ah, c'est Jules Ferry qui reprend l'éducation nationale, c'est exactement. D'accord. Ensuite, Pétain arrive, et Pétain veut arrêter son mouvement, et il l'arrête de fait, et n'oublie jamais, et je le répéterai toujours, que Pétain a reconsacré la France au cœur immaculé de la Vierge, ce qui est totalement hallucinant. En 1943, il a fait ça, c'est totalement hallucinant, c'est totalement, entre guillemets, anachronique. Mais donc Pétain stoppe ça, sachant que tout n'est pas parfait dans ce qu'il a fait, c'est pas ce que je dis, mais il avait compris le fond du problème et il avait mis à l'amende les gens à l'origine de ce problème. Hein. Donc, Pétain stoppe ça, mais De Gaulle dit « Moi, je vais arriver au pouvoir », sachant que De Gaulle pensait comme Pétain, à mon avis, sur 90% des sujets. Hein. Mais De Gaulle dit « Non, je vais arriver au pouvoir, et je rétablis la République des Lumières, et on se reprend une perfusion de jacobinisme, mais cette perfusion est d'autant plus puissante qu'on extermine physiquement, les communistes exterminent physiquement les éléments réactionnaires dans la société française. Donc là, tu vois, on se le prend dans la gueule, et puis depuis, il y a une espèce d'accélération du progressisme. Ce qui fait qu'on arrive à l'immigration de masse. Il faut créer l'homme nouveau. Alors comment créer l'homme nouveau ? On commence par déchristianiser, ensuite on va faire l'immigration de masse, ensuite on va américaniser aussi, tu vois, culturellement, et ensuite on va effacer les problèmes d'histoire. Et là, qu'est-ce qui va rester de la France ? Qu'est-ce qui reste de la France ? Pas grand-chose. Et c'est pourquoi nous sommes l'avant-garde française, je ne crains pas de le dire, parce que nous contribuons à la refrancisation du peuple français et parce que nous nous inscrivons contre ce mouvement du progressisme. Eh ben écoute, je pense que sur ces mots, on va faire la petite pause, la régie elle est prête, et puis troisième partie, on va se consacrer aux questions des métanautes, hein, avec joie. Voilà, hein, puisqu'en plus, à chaque fois que tu étais venu, il y en avait eu beaucoup, mais on n'avait pas pu répondre. Là, c'est pareil, il y en a pas mal. Et voilà, on va répondre à vos questions. Donc, allez-y, posez les questions. Troisième partie, ce sera consacré à ça, puis on débardera un petit peu, comme on a commencé un petit peu en retard. Voilà, donc à tout de suite, à vous, la régie.